bien à l'architecture de Marie-Joise, la première fois qu'elle est apparue dans One Piece, avec ses colonnes et piliers typiques de la Grèce antique et du Parthénon, ou plus récemment de l'architecture de Shanghara, le temple des chevaliers divins. Alors, que tirer de tout ça? Moi ça me donne quand même l'impression que c'est une arme dont l'histoire et le sens s'ancrent directement à l'époque et aux événements du siècle oublié, donc difficile d'y donner une vraie interprétation pour le peu qu'on sait. Par contre, quand la traduction en japonais en kanji de l'épithète de cette épée est aussi la lame céleste du châtiment divin, c'est bien qu'elle n'est pas du tout adaptée au Imu d'aujourd'hui. On dirait justement que cette lame se moque du concept du divin, qu'elle le critique comme Roger et Shanks avec leur Kamuzari, le trépas divin. Est-ce que Némésis aurait appartenu à un ennemi des dieux d'autrefois, c'est-à-dire des Lunarians? C'est possible, mais c'est en tout cas pas dans nos recherches habituelles des mythes qu'on trouvera la réponse. Il n'existe pas à proprement parler d'épée légendaire correspondant exactement à ce design, pourtant une fois de plus on voit à quel point Oda est minutieux dans les petits détails. Il fait toujours en sorte de rester cohérent avec l'époque à laquelle Imu est censé appartenir, que ce soit à travers le dialecte ancien qu'il utilise face à Cobra, ou encore avec ce pistolet à silex utilisé contre les géants au chapitre 1150, tout renvoie à un autre temps, un temps ancien, et cette lame n'en fait pas exception. Elle évoque des armes conservées aujourd'hui dans des collections comme celle des Royal Armories de Leeds, une épée de la fin du Moyen-Âge conçu pour être manié à deux mains, un type d'arme pensé pour percer les armures, briser les côtes de mailles et affronter des adversaires lourdement protégés. Du coup, on peut facilement y voir une référence, une lame capable aujourd'hui de transpercer non seulement la peau d'un géant, mais aussi celle d'un dragon, ces créatures réputées dans les légendes quasi invulnérables, sauf face à des armes ou des pouvoirs exceptionnels. Au-delà de l'aspect historique, il n'est pas impossible que cette épée puisse appartenir à la catégorie des Saijo Owazamono, ces 12 lames du tout premier rang, à l'image du Kokuto Yoru de Mihawk, et qu'elle soit même la toute première de cette lignée. Le cas du Kokuto Yoru est intéressant car avant même la sortie du chapitre, les spoils laissaient sous-entendre qu'Imu possédait exactement la même épée que ce dernier, ce qui s'avère être faux aujourd'hui finalement. Oui, c'est une épée longue, mais en comparaison, elle ressemble beaucoup plus à une autre lame apparue dans ce chapitre, l'épée plantée dans Elbaf. Même lame, même garde, même poignée. Désolé, mais Némésis est un modèle réduit de l'épée d'Elbaf, voire même une épée qu'Imu aurait pu planter ici même. Vu qu'il peut s'agrandir jusqu'à une limite que nous ne connaissons pas encore, il est peut-être à l'origine de cette arme logée dans l'arbre d'Adam. Mais alors il existe deux Némésis? Pas forcément comme je l'ai dit, celle créée aujourd'hui par Imu serait une copie en quelque sorte imaginaire grâce à son Omen. D'ailleurs la lame disparaît et semble être fait du même feu que son Omen, et vient là l'un des sujets les plus passionnants de cette review. Le Omen est utilisé de manière très diversifiée et permet à Imu dans ce chapitre d'invoquer deux nouvelles armes. Et là, ça m'a fait un déclic. Avec des nouvelles invocations, je me suis demandé une chose. Comment et pourquoi les pouvoirs d'Imu semblent lui permettre de créer tout ce qu'il veut quand il en a besoin? Et surtout, pourquoi ça passe toujours par le feu, notamment le Omen, cette flamme qui peut exploser, cette flamme qui peut sauver ses chevaliers divins, cette flamme qui peut simplement être tirée sur